Christian Guellerin, donc, qui est tout au bout avec son pantalon rouge, et directeur général de l'école de design de Nantes Atlantique. Marianne Laurent, avec son polo bleu, et anime l'incubateur de Télécom Bretagne à Rennes. Simon Denain, avec sa veste en velours marron, beige, est directeur de l'atelier de projet fabrication flexible à l'ENSI Les Ateliers, la fameuse école dont on a parlé à plusieurs reprises. Et juste à côté de moi, Xavier Moulin enseigne le design à l'école européenne supérieure d'art de Bretagne, sur le site de Brest, puisque c'est une école qui a plusieurs sites, où il a fondé la plateforme de recherche Design de la Transition. Je n'ai pas fait d'erreur, tout le monde est... Alors prenez les micros qui sont devant vous, vous allez vous les échanger, puisqu'il y en a 3 pour 4. On va commencer avec Christian Guellerin, parce que vous êtes aussi, parmi de nombreuses fonctions, vous êtes aussi le président honoraire de Cumulus, qui est l'association internationale des universités écoles de design, d'art et de médias, et vous êtes le président de France Design Éducation, qui regroupe les écoles de design françaises. Pour les gens qui sont dans la salle, et pour moi aussi, est-ce que vous pouvez commencer par nous dresser un petit tableau un peu transversal du paysage éducatif du design en France? C'est un paysage très dispersé. Vous le disiez, j'ai présidé une association internationale. Je suis président honoraire maintenant, mais j'ai présidé une association internationale d'écoles de design, 250 membres à peu près partout dans le monde. Bien près du micro. 250 définitions du design qui va de l'art, quasiment de l'art plastique, jusqu'aux écoles de business. Donc il faut être prudent quand on définit le design et l'éducation au design. Ceci dit, ce sont des écoles en France, et pour revenir en France, qui ont beaucoup évolué. Et je dirais que la tendance, c'est qu'on est sorti, pour la plupart des écoles, des arts appliqués, pour aller de plus en plus vers l'innovation, comme si le design était devenu, au moins dans l'éducation qu'on en a, une médiation entre la création, c'est-à-dire les imaginaires, et l'innovation, c'est-à-dire les projets tangibles, réels, et qui vont trouver des débouchés dans la société ou pour les comptes des entreprises. Donc ça, c'est les grandes tendances des dernières années. Il y a 15 ans, moi je vais parler de Nantes, excusez-moi, que je dirige, il y avait 60 étudiants à l'école de design de Nantes. Aujourd'hui, il y en a 1300. C'est-à-dire qu'il y a une explosion aujourd'hui des écoles de design. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a 12 écoles de design privées aujourd'hui à Nantes. Donc il y a un énorme engouement autour de cela. Alors pourquoi ? Quelles ont été les grandes tendances? Alors d'abord, on vit un contexte particulièrement favorable au design, mais je crois que ça a été dit par l'ensemble des intervenants jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'on vit des grandes transitions culturelles avec la globalisation, des transitions écologiques, global warming, le recyclage, des transitions sociologiques avec l'arrivée des réseaux sociaux, des transitions technologiques avec l'arrivée des outils du web, du multimédia, et que tout ça, évidemment, ça bouleverse les usages. Alors les entreprises et la société en général vient nous voir en nous disant quels seront les usages de demain, c'est-à-dire comment on va vivre dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Donc ces grandes transitions, elles trouvent finalement une application, on les rend objectifs. Le travail du designer, c'est de rendre objectifs ces usages de demain, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, de les représenter, de les rendre réels, de les rendre concrètes et préhensibles, à la fois pour la société et à la fois pour les entreprises. Donc on est dans un contexte extrêmement favorable. Et d'autre part, les écoles de design se sont professionnalisées, c'est-à-dire là où, il y a 15 ans, les écoles de design s'interdisaient pour certaines de travailler avec les entreprises, aujourd'hui, nous travaillons avec des entreprises dans des acceptions qui sont soit tactiques, c'est-à-dire faites-moi un nouvel emballage pour me distinguer de la concurrence, ou plus stratégiques, c'est-à-dire comment on va vivre dans 5 ans, dans 10 ans. Alors hier, par exemple, j'étais à la Maïf, j'ai fait une conférence à la Maïf, où j'ai commencé mon intervention en disant « Demain, il y a des voitures sans chauffeur. S'il y a des voitures sans chauffeur téléguidées, ça se trouve, il n'y a plus d'accident. Et donc, demain, vous êtes morts. » Voilà. Et donc, qu'est-ce que c'est que l'activité de la Maïf dès lors qu'ils ne vont plus assurer d'accidents? Eh bien, voilà ce que les entreprises nous demandent, c'est-à-dire comment on va shifter d'un métier à un autre compte tenu de l'ensemble de ces mutations. Donc, des grandes transitions et des mutations de paradigmes industriels qui font qu'on est dans un contexte favorable. On est en train, pour la plupart des entreprises industrielles, de changer de paradigme, un paradigme qui était une organisation qui était basée sur comment je fais de mieux en mieux ce que je sais faire.
C'est-à-dire comment je vais gagner des parts de marché, de la compétitivité en faisant ce que je sais faire, à un autre paradigme, c'est le paradigme de la Maïf, comment je sais, avec ce que je sais faire, je suis en capacité de faire autre chose. Et là, évidemment, on est sollicité là-dessus parce qu'il faut définir les usages de demain pour s'ordonner sur une autre activité avec ce que l'on sait faire. Quand la Poste vient nous voir, dans toutes les écoles de design, la Poste vient en disant, voilà, il y a de moins en moins de courriers, mon métier c'était de trier le courrier, il y a de moins en moins de courriers, donc eh bien, je suis mort si je continue à penser que mon métier c'est de trier le courrier. Dites-moi ce que je peux faire avec ce lien social, avec l'ensemble d'une population tous les matins. Donc vous voyez bien qu'on est dans un contexte extrêmement favorable où il faut se poser les questions des usages. Et le travail du designer, c'est ça, c'est la représentation des usages de demain pour effectivement qu'on puisse ordonner de l'activité sociale ou de l'activité économique. Et puis d'autre part, on vit une modification fondamentale des paradigmes marketing. Si je suis fabricant de machines à laver, mon paradigme marketing, c'est quoi? C'est je vends une machine à laver, dans 3 ans, j'en vendrai une autre. Hein, c'est-à-dire que le marketing est basé sur le renouvellement des marchés. Dans 3 ans, je vendrai à la même personne une autre machine à laver parce qu'il sera vain d'essayer de la réparer. Sauf que ce paradigme-là est en train d'évoluer. D'abord parce que nous avons une obligation écologique de faire en sorte d'économiser les ressources. Donc si je peux garder ma machine à laver 15 ans, je dois la garder 15 ans. Hein, et demain matin, la petite pièce qui va casser à l'intérieur de la machine, ben, j'aurai une imprimante 3D qui me permettra peut-être de la changer. Hein, c'est-à-dire je réapprendrai à ouvrir ma machine et puis on fera en sorte que j'ai le bon tournevis, parce qu'aujourd'hui, il ne vous a pas échappé qu'on ne peut pas ouvrir ces machines parce qu'on n'a jamais le bon tournevis, hein, évidemment. Bon, donc je réapprendrai ça, donc je la garde 15 ans. Et puis les réseaux sociaux vont nous permettre de partager la machine, toute cette économie du partage. Une machine à laver, elle sert 1 heure par jour. Ce n'est pas raisonnable si elle pouvait d'aventure marcher 24 heures par jour avec les 23 voisins qui sont autour et qui seront reliés. Eh bien, c'est tous ces usages-là qu'il faut repenser. Alors, si je suis entreprise de machines à laver, j'ai quand même du souci à me faire, puisque mon modèle marketing, c'était le renouvellement de marché. Donc, il va falloir que je shift du produit au service. Quels sont les nouveaux usages qui vont me permettre de continuer mon activité avec ce que je sais faire? Donc, un contexte extrêmement favorable au design. La deuxième chose, c'est effectivement, les écoles de design se sont professionnalisées, on travaille avec beaucoup d'entreprises. Je dirais même que nous sommes des établissements qui avons mis au cœur de nos process pédagogiques les relations avec les entreprises. Hein, et c'est important, c'est-à-dire que nous apprenons de la contrainte des secteurs d'activité, des contraintes managériales, et pour répondre à la question de Jean-Louis tout à l'heure, c'est-à-dire nous avons des étudiants qui apprennent l'entreprise à l'intérieur même des cursus académiques de design, donc qui sont de plus en plus pertinents à résoudre des problématiques d'entreprise, et ça a beaucoup évolué. Moi, j'ai tendance à penser, mais je sais que ça ne fait pas plaisir à tout le monde, que nous sommes des nouvelles générations d'écoles de management, au sens de management de projet, c'est-à-dire plus les problématiques qui vont nous être confiées sont complexes, plus effectivement le rôle du designer va passer de la technique au management de projet, c'est-à-dire comment, et c'est aussi une grande tendance des écoles de design, mais qui fait écho à ce qui avait été dit auparavant, c'est que un designer, son rôle demain, c'est de mettre autour de la table des ingénieurs, des marketeurs, des philosophes, des sociologues, des politiques, des anthropologues, et de travailler autour d'une vision de demain, autour de l'innovation et autour de la façon dont on va vivre demain. Ce qui fait qu'une des grandes tendances aujourd'hui des écoles de design, c'est de sortir justement des silos dans lesquels on était, c'est-à-dire soit tu es ingénieur, soit tu es commercial, soit tu es designer, soit tu es architecte, soit tu es artiste, et de faire en sorte que tous ces gens-là travaillent ensemble. Et toutes les écoles sont en train de multiplier
les partenariats avec les ingénieurs, les businessmen, les architectes autour de problématiques. Alors à Nantes, on travaille autour des nouvelles pratiques alimentaires, par exemple les transitions protéiques, comment on passe de la viande aux insectes, par exemple, comment on va représenter les insectes pour qu'ils deviennent acceptables d'en manger. Il est évident qu'on ne peut faire ça qu'à la condition de travailler avec les laboratoires de l'université de biologie, avec les vétérinaires, avec d'autres. Quand on travaille autour de la réalité virtuelle, on travaille avec l'ENSAM ou Polytech Nantes, avec les ingénieurs. Quand on travaille autour du vieillissement de la population, qui est un sujet majeur actuellement, c'est-à-dire comment on va faire en sorte d'habiter nos villes, d'habiter nos espaces, de révolutionner la grande distrie. En grande distrie, ça ne vous a pas échappé, il n'y a pas aujourd'hui, il n'y a pas de ligne de produits pour personnes âgées, alors que les personnes âgées n'ont pas les mêmes besoins protéiques que nous avons, nous, ou que vous avez, vous, qui êtes plus jeunes que moi pour un certain nombre. Eh bien, ça n'existe pas. Pourquoi ? Parce qu'en France, le vieillir est une maladie. Donc il y a ça, mais à la pharmacie. Il n'y a pas ça en grande distrie. Donc vous imaginez, aujourd'hui, le travail qu'il y a à faire de sens, parce est-ce qu'il est acceptable d'avoir des produits pour les vieux en grande distrie ? Est-ce que les gens iraient ? C'est ça, le truc. Donc un grand travail, eh bien, on ne peut faire ça qu'à la condition de sociologues, de médecins, évidemment, et puis de gens qui travaillent autour des techniques agroalimentaires pour ce sujet-là. Donc de plus en plus d'hybridation et de plus en plus d'ouverture, c'est-à-dire qu'on est en train de décloisonner. Voilà les grandes tendances des écoles de design actuellement. Merci beaucoup pour ce tableau, cette vaste fresque. Simon Dénin, pour l'ENSI, je vais vous demander justement de réagir. Est-ce que vous êtes d'accord avec les tendances décrites par Christian Gallin ? Vous pouvez ou pas, hein. Oui. Alors, sur un certain nombre de choses, on est d'accord. Après, pour avoir beaucoup travaillé en entreprise aussi, puisque à l'ENSI, on est enseignant, mais on doit avoir une activité designer à côté. Effectivement, aujourd'hui, il y a un grand attrait, un grand engouement pour le design. Après, par moment, ça tient plus de la mode que d'un véritable attrait concerté, ou construit en tout cas. Pour preuve, il y a encore plein de grandes entreprises où, quand vous êtes designer, vous êtes styliste ou rien. Donc ça veut dire que quand on recrute un designer, la question de la fiche de poste et de la question, en termes RH, de savoir où est-ce qu'on le met, et dans des entreprises du CAC 40, aujourd'hui, vous pouvez être encore ramené à des ingénieurs de conception, parce que justement, la case designer, vous êtes un styliste. Et si vous refusez cette notion de « je suis un styliste », à un moment, on va vous dire le truc qui se rapproche le plus, c'est ingénieur de conception. Donc moi, j'ai d'anciens étudiants qui travaillent chez Valeo, pour ne pas le citer, et ils sont, dans leur fiche de poste, ils sont ingénieurs de conception, parce que designer, ça n'existe pas. Donc il y a un grand engouement. Après, il y a quand même une forme de méconnaissance aussi de ce que le design peut apporter. Donc on est dans une forme d'évangélisation qui est une évangélisation permanente. Et effectivement, on a des choses à créer. Après, pour en revenir, puisque la question c'était au départ les recettes du succès. Les recettes du succès, pour moi, effectivement, ça passe par un meilleur enseignement de ce qu'est la réalité de notre métier à la sortie de l'école. C'est très compliqué parce que j'ai tendance à dire qu'on n'est pas designer quand on sort d'une école de design. Et ce que nous ont montré toutes les présentations de ce matin, c'est que globalement, la question de l'expérience est une question importante. Je pense qu'on devient designer quand on a fait des projets, quand on grandit, comme quand on sort d'une école d'architecture, c'est difficile de dire qu'on est architecte et qu'en fait on devient architecte en pratiquant. Donc pour moi, le design, c'est une question de pratique, mais ça n'empêche pas qu'on a intégré évidemment la dimension professionnelle dans les études. L'ENSI, donc l'École nationale supérieure de création industrielle, est un EPIC, établissement public à caractère industriel et commercial, sous la double tutelle du ministère de la Culture et du ministère de l'Industrie. Donc déjà, il n'y a pas de question ni d'enseignement supérieur, ni de recherche, ni d'éducation nationale. Ce qui nous laisse une grande liberté sur la question des programmes et de ce qu'on enseigne, et ce qui nous permet aussi d'avoir des contrats avec des partenaires et de monter des projets, comme si on était en train de faire des projets. Les étudiants disent souvent, comme dans la vraie vie. Bon, ils ne connaissent pas vraiment la vraie vie, mais voilà. Est-ce que l'engouement que vous décrivez tous les deux à l'entrée des écoles, il existe encore à la sortie, c'est-à-dire est-ce que les entreprises
vous demandent, des designers viennent vous chercher régulièrement, ou est-ce qu'il faut aussi, elles, les évangéliser encore plus fortement? Il y a un travail d'évangélisation important à faire. Après, bien souvent, mais c'est aussi un peu ce qu'on a senti dans la table ronde précédente, les entreprises, elles cherchent des moutons à 5 pattes, en fait. C'est-à-dire qu'elles veulent un peu un designer, mais qui pourrait faire un peu de marketing, mais qui pourrait aussi faire un peu de conception, et qui pourrait faire un peu de... Voilà, d'où la question qui est posée de tous les doubles diplômes, qui sont aujourd'hui, effectivement, nous, on finit par même plus les connaître tous, en fait. De mémoire, on en a un avec l'ENSAM, donc les arts et métiers, un avec Centrale Paris, un avec le CELSA, école de communication, un avec l'école d'architecture de Paris-la-Villette, de Paris-Belleville. Voilà, enfin, donc il y a un nombre de doubles diplômes qui se créent, et puis par-dessus ça se greffe aussi un certain nombre d'initiatives dont on parlait aussi un tout petit peu dans la table ronde précédente. Toutes les écoles aujourd'hui font partie de COMU, des communautés d'écoles, enfin d'universités et d'écoles. Nous, par exemple, on fait partie de la communauté ESAM, donc Hautes Études, Sorbonne, Arts et Métiers, avec l'ENA, l'ESCP, j'ai oublié la chaire entrepreneuriat de l'ESCP dans les partenariats, dans les doubles diplômes, l'ENA, l'ESCP, l'Institut national du patrimoine, l'Institut national d'histoire de l'art, l'école du Louvre, les arts et métiers, le CNAM, enfin l'ENSAM et le CNAM, la Sorbonne. Et donc, par exemple, ces écoles se sont rapprochées pour créer un centre pluridisciplinaire qui s'appelle le Centre Michel Serres, dans lequel on fait travailler ensemble des étudiants qui viennent d'un certain nombre de ces écoles-là. Et donc on peut avoir sur un même projet des gens qui font de l'histoire médiévale à Paris 1, des architectes de Paris-la-Villette, des designers, des gens qui viennent de l'ESCP, des gens qui viennent de l'ENA. Voilà. On va passer la parole à Xavier Moulin pour l'école supérieure d'art de Bretagne, site de Brest. Est-ce que vous avez, vous aussi, c'est la même pratique et la même vision que vos deux camarades, vos deux confrères qui ont parlé avant? Je pense que les contextes qui ont été posés là sont parfaitement bien posés. Je dois dire que moi, j'ai quitté la France en 97, en 97 à peu près, 98, avec une grosse frustration sur justement quel était mon statut en tant que designer, pour aller en Italie puis au Japon, où je me suis trouvé complètement à l'aise, où la question ne se posait pas vraiment. Je suis revenu en 2011 et j'ai retrouvé à peu près le même ça n'avait pas vraiment changé, quoi. Donc voilà, je me suis du coup plutôt posé la question de qu'est-ce que c'est que la pratique du design. Je sais pas, peut-être que concrètement je peux parler de ce qu'on fait à l'ESAB. Je sais pas s'il y a quelques diapos là qui... On devrait les avoir. Voilà. Donc en fait, voilà, on a parlé des grandes transitions. Et donc à l'ESAB, alors moi je suis designer évidemment et coordinateur du master design de l'ESAB site de Brest, et on y mène un programme de recherche qui s'appelle Design de la transition depuis maintenant 2 ans et demi, qui se propose de justement interroger les pratiques du design en regard de ces grandes transitions. Alors la transition écologique, énergétique comme on l'appelle en France, qui s'appelle mouvement de la transition partout ailleurs, parce qu'elle est vue de façon un peu plus globale, transition sociétale, on va dire, qui s'impose à nous, et qu'en tant que designer, on peut considérer comme vecteur justement d'innovation, de créativité, de nouveaux métiers, de magnifiques opportunités. Et donc ce petit programme, on a commencé à l'activer il y a donc 2 ans et demi, de notre côté, avec le petit réseau qu'on avait territorial entre Lorient et Brest, de partenaires, d'entreprises, travaillant plus ou moins sur la question de la transition. Et au cours de petits projets laboratoires qui nous permettent d'émettre des hypothèses et de les valider ou pas. Et on s'est vite rendu compte qu'on aurait la nécessité d'hybrider nos pratiques, justement, et de rendre nos pratiques beaucoup plus transdisciplinaires, en tout cas donc de monter des projets transdisciplinaires, collaboratifs et ouverts. Il y a 1 an et demi, on a commencé à travailler avec l'UBO à Brest et une équipe qui est en train de monter... C'est l'Université de Bretagne occidentale. Voilà, merci. Et donc une équipe qui est en train de monter, une équipe transdisciplinaire évidemment, qui réunit des électroniciens et des biologistes et qui est en train de monter un Fab Lab, avec tout ce qui fait l'intérêt du Fab Lab, entre autres un Bio Hack Lab aussi.
Et donc, on a commencé à réfléchir ensemble à comment on pouvait penser une pédagogie au sein de ce Fab Lab, porté par les SAB et par l'UBO, et qui serait une pédagogie par le projet, transdisciplinaire, collaborative. Et ça fait maintenant, voilà, donc 1 an, on s'est confronté à pas mal de difficultés, puisque ce n'est pas du tout les mêmes cursus qu'on a nous en école de design et qu'ils ont eux à l'université. Très compliqué d'un point de vue des plannings, etc. Et donc, pour le coup, pour simplifier tout ça, on monte un diplôme universitaire qui sera ouvert septembre donc, de l'année prochaine, qui se proposera qui sera une formation transdisciplinaire pendant 1 année avec des formations transversales et aussi des modules spécifiques qui pourront motiver, toujours une fois par le projet, des équipes transdisciplinaires, soit à monter leur entreprise, soit à acquérir des compétences additives qui leur permettront d'être plus employables sur de nouveaux métiers qui sont évidemment les nouveaux métiers de cette transition. Alors c'est ouvert. Il y a Marianne Laurent qui prenez le micro. C'est ouvert. Alors en fait on avait beaucoup de demandes de nos 5e années master qui souhaitaient rester plus longtemps, puisque après j'ai quelques petits exemples de projets d'étudiants qui n'arrivent, puisqu'on n'a pas du tout les moyens que vous avez vous à l'ENSIV par exemple, puisque c'est une petite école. Avec peu de moyens de prototypage, etc. On arrive sur des projets qui sont des esquisses d'esquisses. Donc on a beaucoup d'étudiants qui souhaitent rester une 6e année. On s'est posé la question du post-diplôme. Ce DU va permettre d'aller beaucoup plus loin. Donc c'est adressé par exemple à des post-masters. C'est aussi adressé à des gens en reconversion qui souhaitent justement acquérir de nouvelles compétences. C'est adressé à n'importe quelle équipe qui a une idée, un projet, mais qui veut vraiment la voir coacher et l'amener sur le développement d'une petite entreprise, par exemple. Ok. Alors, je ne sais pas si des petits exemples de projets. On en prend juste un, ouais. On regarde un petit exemple de projet. C'est très rapide parce que c'était juste. Non. Dans l'autre sens. J'ai tout fait sauter. Allez-y, on va voir ça. Voilà. Ouais, c'est le premier, ça. Donc, par exemple, Camille Cavelier, qui a développé, lors d'un stage à l'IRENAV, donc là, c'était pas l'UBO, mais l'IRENAV, c'est Institut de recherche de l'école navale. Voilà, très bien. Sur la question du piratage. Alors, elle travaille sur son projet de recherche. Elle s'interroge beaucoup sur la question de l'objet connecté et un peu les limites de ça. Lors de son stage, on l'a fait travailler sur un objet qui serait un peu manifeste du nombre d'attaques que subit Christian Guelra, on peut vous transmettre les slides après si vous voulez, il n'y a pas de... Alors, que subit le système militaire de la marine, puisque tous leurs bâtiments sont reliés par l'Internet. Voilà. Donc ils ont découvert après qu'il pouvait y avoir une faille. Donc ça, c'est un petit projet manifeste qui tourne sur les salons, et qui a fait... il y a eu en fait une publication scientifique dans une revue scientifique. C'est une des premières publications écrites à deux mains entre un designer et un scientifique. Et un projet là va être lancé pour vraiment un développement d'objets, un usage concret. Alors là, je ne peux pas trop développer là-dessus, mais voilà, qui serait mis en application. D'accord. Alors si j'avance un peu. Alors on ne va pas tous les faire parce qu'on est déjà bien en retard, mais allez-y, expliquez-nous celui-là. Et puis, Non, alors peut-être que je ne les explique pas tous. Ouais, voilà, là encore une collaboration UBO et SAB sur une étudiante qui travaillait sur la récupération de coquilles d'huîtres pour en faire un béton d'huître, pour en faire comment on appelle ça, des pavés de granit. Voilà, pour des modules qui protègent la côte et qui en même temps réensableraient la plage.
Ça, ce qui est intéressant, c'est qu'au cours de la recherche, avec le laboratoire de rhéologie de l'UBO, en fait, elle a aussi travaillé sur la mise au point d'un plastique pour les imprimantes 3D, dont la charge serait la coquille d'huître broyée. Et ils sont en train de travailler un peu maintenant sur les différentes possibilités de ce type de matériaux. Ils travaillent aussi sur le liant de ce béton avec le labo de rhéologie de l'UBO. Ça, c'est vraiment un démonstrateur et rien de plus d'une étudiante qui travaille sur comment récupérer les données météorologiques qui sont sur le net et les codifier et en faire une espèce de langage qui serait... Alors là, pour le coup, c'était juste des LED et une sorte alors, il y avait des clignotements, animations, etc. C'est vraiment juste un démonstrateur technique qui a été mis au point avec cette étudiante et les électroniciens de l'UBO. L'idée, c'est de voir comment on pourrait développer ça plus loin avec éventuellement des matériaux qui pourraient être des matériaux de construction, genre des parements architecturaux, et avoir des changements de texture qui pourraient nous donner des indications météorologiques, soit locales, soit ailleurs. D'accord. On va donner la parole à Marianne Laurent, qui est la seule représentante d'une école qui n'est pas une école de design, mais qui est une école d'ingénieurs, qui est Télécom Bretagne. Et pourtant, vous vous intéressez au design. Expliquez-nous un petit peu le processus qui vous mène à faire des partenariats, en particulier avec l'école de Nantes. Ok. Donc ça va pas être difficile de vous convaincre de l'intérêt de bosser avec les designers, parce que depuis ce matin, en fait, on a pas mal de témoignages qui sont assez convaincants. En fait, moi, si vous voulez, je vais vous présenter cet aspect-là via l'aspect employabilité et entrepreneuriat, en fait, de nos étudiants. Parce que je m'occupe de l'incubateur de l'école, qui n'est pas un incubateur d'étudiants, qui est vraiment un incubateur adressé à des chercheurs du personnel scientifique de l'école. Donc là-dessus, on a travaillé notamment avec Daniel Henry l'année dernière, ou il y a 1 an et demi. Et il a vu que parmi nos porteurs de projets, il n'a eu aucun souci à les convaincre en fait, de bosser avec des designers. Ils sont tous extrêmement convaincus de la question. Alors il y a un effet justement de start-up qui cartonne dans ce sens-là. On a parlé d'Airbnb, par exemple, porté par des designers. Capitaine Train, certains doivent connaître également, qui est pour le coup qui rend exactement le même service que le site voyagesncf.com, mais qui le fait vachement mieux, quoi. En 3 fois moins de clics, on se rend même pas compte qu'on a acheté son billet de train, que ça y est, la transaction est déjà faite. Ils viennent de se faire acheter d'ailleurs pour une modique somme de 150, 160 millions d'euros, il n'y a pas longtemps. 300 ? Bon, c'est bon, en tout cas une belle somme. C'est beaucoup de toute façon. C'est beaucoup. Donc du coup, les entrepreneurs chez nous, ils savent qu'il faut bosser à designer. Ils sont convaincus, ils savent que c'est pas simplement en fait un travail de styliste ou d'apporter une esthétique, en fait finalement une touche finale au projet. Ils savent qu'il faut les intégrer dès le début. Néanmoins, en fait, c'est super dur. Parce que c'est pas dans les priorités, qui sont centrées sur des développements techniques, des réalisations en fait de produits, et que ce soit pour des questions de budget, pour des questions finalement de connaissances, de comment travailler avec eux. Pour être assez clair, en fait, ils flippent quelque part de bosser à designer. Et quand ils le font, pour de vrai, en fait, des fois, ça se passe relativement mal. Alors là, même avec des créatifs au sens très large, quoi. Rien que même pour faire des créations d'interfaces utilisateurs, sans même parler du UX, en fait, on a souvent des frictions dans la relation avec les prestataires. Donc on les accompagne même là-dessus pour réaliser leur cahier des charges, le suivi de projet, etc., pour que ça se passe bien. Donc ayant connaissance de tout ça, en fait, on sait à l'école qu'il faut apporter de la transdisciplinarité, de croiser un petit peu justement les cultures, les étudiants, en fait, dès l'école, pour apprendre en fait, pas forcément le métier de designer, parce que notre but c'est pas de former les designers, mais des ingénieurs qui vont savoir travailler en fait avec eux. Alors pour ça, vous pouvez, on va pas le passer ici, mais il y a un document qui est intéressant à regarder en ligne, qui a été réalisé en fait par l'Institut Mines Télécom, dont fait partie Télécom Bretagne, qui est le profil de l'ingénieur 2030. Et en fait, sur celui-ci, on parle clairement du coup de transdisciplinarité, j'ai du mal avec le mot, de croisement en fait entre justement des profils ingénieurs, des profils
forcément marketing, sociaux, etc. Et ce qui est intéressant à relever ici, c'est qu'ils finissent justement ce portrait en mettant le designer au centre, en se disant que finalement c'est une compétence clé qui va pouvoir faire le lien en fait, entre ces différentes disciplines. Donc là-dessus, vous pouvez être d'accord. On retombe sur ce que disait Christian Guérin. Ouais. Et par rapport à ça, d'ailleurs, aussi, le directeur de l'école, il y a 2 ans, un truc comme ça, quand il a pris son poste, il a commencé son discours en disant il faut aussi que Télécom Bretagne, comme toutes les écoles d'ingénieurs, elles s'assument également comme les écoles de management, pas seulement à former des techniciens. Donc transdisciplinarité, finalement, on partout, quoi. Donc de là, qu'est-ce qu'on fait à l'école ? Je ne sais pas si c'est le hasard qui fait bien les choses, mais en fait, on travaille avec vos 3 écoles, ou on a au moins travaillé avec les 3 écoles. Alors moi, je vais relater les expériences qu'on m'a expliquées, parce que je n'ai pas suivi en fait, l'historique de ces collaborations, mais on les connaît bien. Donc il y a eu plusieurs essais en fait, qui ont été faits pour faire travailler nos étudiants avec justement des étudiants designers. Le premier, il me semble, c'était vers 2010. En fait, des étudiants qui travaillaient en mode projet, qui ont été envoyés en immersion à l'ENSI pour travailler, justement, collaborer à des projets avec des étudiants designers. Alors super, ils étaient super contents, ils ont appris plein de trucs. Mais il y a eu quand même un petit bémol, c'est que dans cette immersion-là, eux ont été, disons, vus en tant que contributeurs externes avec la compétence ingénieur. Donc finalement, le projet il était mené par des étudiants designers. Et puis c'est bien, c'est super, on a des ingénieurs ici qui vont nous faire marcher, apporter, disons, des comportements à nos objets, à nos interfaces, etc. Donc super, mais on s'est dit, voilà, il va peut-être falloir être sur des temps un petit peu plus longs pour créer cette fameuse connaissance, en tout cas, de l'un et l'autre profil. Donc du coup, c'est en 2011, il me semble, qu'il y a eu un rapprochement avec l'école des mines de Nantes, avec l'école de design de Nantes. L'école des mines de Nantes, c'est en ce moment, on est en train de fusionner avec eux. Ouais. Et donc du coup, là, en fait, le projet a été de monter un double diplôme entre les 2 écoles. Il y a 2 étudiants, il me semble, qui ont participé à ce programme, qui ont été diplômés. Donc un étudiant ingénieur qui a obtenu le diplôme de l'école de design de Nantes et inversement, en fait, un étudiant de chez vous qui a obtenu un diplôme de master. Donc là, super expérience, immersion, ils ont appris beaucoup de compétences, des expertises en fait, dans chacun des domaines. Néanmoins, là encore, le bémol sur cette création de double diplôme, c'est qu'à l'école, ce qu'on apprend aussi, c'est un mindset. C'est une façon de travailler, c'est par exemple une formation de designer, c'est 5 ans et c'est pas pour rien. Parce que justement, il y a tout un travail d'ouverture, de remise en question de ce qu'on peut apprendre, quoi. Et ça, en 1 an, après avoir fait des études d'ingénieur, en fait, c'est difficile d'acquérir ces compétences-là. Alors, il y avait Xavier Moulin qui voulait réagir tout à l'heure, et puis juste après, Christian Guérin. J'ai pas fini. Ah, pardon. J'ai mon timing, donc, je cours après mon timing depuis ce matin, c'est pour ça. Et donc du coup, de là, le double diplôme, ça n'a pas fonctionné. Enfin, ça n'a pas fonctionné, ça a eu ses limites. Donc on a monté un diplôme universitaire, justement, une formation d'1 an, où on fait travailler les étudiants en mode projet, binôme ou trinôme, ingénieur et designer, et sur lesquels, en fait, c'est centré sur design d'interface, design produit ou vraiment interface. Et là, on est sur vraiment un format projet sur 6 mois. Donc on a des super réussites. On a un projet, vous pouvez taper, qui s'appelle Hello Meyko, M-E-Y-K-O, donc projet pluridisciplinaire. Et là, ce qu'on voit, c'est que directement, ça fait des projets qui peuvent être valorisés directement en création d'entreprise. Ce n'est pas simplement un beau PowerPoint qu'on présente en fin d'année. Là, le projet est intégré dans l'incubateur des mines de Nantes et c'est parti, quoi. Et on travaille aussi, il y a aussi des projets avec les AB. Non, mais ça valait le coup de la laisser finir parce qu'en fait, bien sûr, ça a répondu à la question que je voulais poser. Donc, non, mais c'est voilà. Non, parce qu'on s'est confronté à peu près au même. Enfin, on se confronte certainement au même problème. Mais voilà. Enfin, nous, on est plus jeunes, donc je pense qu'on pourrait bénéficier de votre expérience. Je pense qu'on a peut-être, ça serait intéressant qu'on échange si c'est. Et le coût de l'entreprise, c'est vrai qu'il y a la culture de l'entreprise dans la formation de design, elle est assez floue et ce serait intéressant. Nous, on aimerait bien essayer d'intégrer l'entreprise le plus en amont possible
Comme cette cette transdisciplinarité, c'est clair qu'elle est très intéressante le plus en amont possible du projet. L'entreprise essaie de la faire venir le plus en amont possible, avec peut-être des gens qui s'inscriraient dans ces formations déjà avec une entreprise ciblée et un projet de recherche qui se développerait gratuitement pour l'entreprise, ce qui n'est pas inintéressant, et un acquis de compétences lors de la formation qui servent après à la sortie directement pour cette entreprise. Oui, l'expérience qu'on mène avec Polytech, donc l'université de Nantes et Mines Télécom est exemplaire en fait. Effectivement, c'est une transdisciplinarité et l'idée, c'est de faire travailler 15 ingénieurs, 15 designers pendant une période longue autour d'une thématique commune, c'est-à-dire les objets connectés, les interfaces tangibles, les objets connectés. Tout ça, ça a donné 3 startups, une qui est en train de casser la baraque et 2 autres pour lesquelles on va attendre un peu. Mais on est vraiment là dans un partage. Je ne suis pas sûr que la question du double diplôme est pertinente ou pas, parce qu'au fond, les ingénieurs forment des ingénieurs, les designers forment des designers. Par contre, ce qui est important, c'est qu'ils travaillent ensemble et qu'ils apprennent à se connaître et qu'ils apprennent à hybrider leur culture. C'est ça qui est important. Avoir un double diplôme, ce n'est pas l'essentiel dans cette affaire-là, hein, très, très clairement, me semble-t-il. Tant mieux s'ils en ont un. On a la même expérience à Sao Paulo, là, avec une école d'ingénieurs autour des nouvelles mobilités et des voitures sans chauffeur. Donc, qu'est-ce que ça va être qu'une voiture sans chauffeur, avec des enjeux technologiques, mais aussi des enjeux sociaux. Et là, on est vraiment, là aussi, dans une université qui s'intéresse au design et qui s'intéresse au fait que leurs ingénieurs soient sensibilisés au design, mais pas qu'ils deviennent designers. Et nous, c'est pain béni pour nous de travailler effectivement avec l'état de l'art en termes de technologie. C'est ça l'avenir. Et on peut faire ça, et l'intérêt du design, c'est qu'on peut faire ça avec les sociologues, avec les anthropologues, avec les ingénieurs. On est en train de travailler là sur un cycle de master en transhumanisme, c'est-à-dire l'homme augmenté, comme on va travailler ça évidemment avec des philosophes, voire des théologiens, c'est-à-dire avec une université de théologie. Parce qu'il y a des enjeux éthiques autour de ça extrêmement importants. Mais il est évident que ceux qui sont à l'université de théologie ne deviendront jamais designers, et les designers de l'école de design ne deviendront jamais théologiens, enfin au sens diplômé d'une université de théologie. Mais par contre, ce qui est important, c'est qu'ils travaillent ensemble. Et là, il y a un développement extrêmement important des écoles de design dans ce sens-là. Et j'avoue que les partenariats avec les écoles d'ingénieurs sont extrêmement simple parce que les cultures se rejoignent une fois qu'ils se connaissent, je trouve. C'est beaucoup plus compliqué avec les écoles de business d'hybrider les cultures avec les écoles de business. Et pourtant, c'est essentiel parce que, comme dit Raymond Lévy, la plus belle courbe d'un produit, c'est la courbe des ventes. C'est-à-dire quand un designer fait une cocotte minute, c'est pour en vendre plus. Soyons très réalistes sur cet enjeu-là quand même. Donc il est important à un moment donné qu'il y ait du marketing, qu'il y ait de l'entreprise et qu'il y ait du retour sur investissement. Simon Denain, sur ce dialogue entre faut-il un double diplôme ou d'abord de la compréhension réciproque? Il faut les deux en fait, je pense. Très honnêtement, il faut les deux parce que la question de la compréhension réciproque, c'est vrai que pour être enseignant aussi au Centre Michel Serres, la première étape, la première brique qu'on fabrique, c'est la question de comment on communique. C'est-à-dire que clairement, quand vous faites travailler, alors effectivement les ingénieurs et les designers souvent se ressemblent. Après, quand vous commencez à travailler avec des sociologues, des philosophes, etc., la question d'un langage commun est quand même déjà une question assez importante. Et effectivement, c'est une difficulté, c'est de sortir de la question de la posture aussi, qui est je suis ingénieur, donc à un moment, je me mets en posture de dire voilà, j'ai des outils de l'ingénieur, le designer a les outils du design, etc., etc. Et comment à un moment on accepte de lâcher aussi une partie de cette posture pour se mettre au service d'un groupe, par exemple. Ça, c'est une vraie question et c'est la première étape qui est la plus difficile. L'intérêt que je vois au double diplôme, c'est de fournir un cadre à cet échange. Et on voit bien, on cherche tous des raisons universitaires, on fait un DU, etc. C'est-à-dire que pour motiver des étudiants à suivre ces parcours-là, à un moment, il faut leur offrir quelque chose à la fin. Donc, sinon, on ne serait pas en train d'essayer de monter des diplômes. Donc le double diplôme, il a l'avantage d'offrir un cadre, et je dirais même pour les institutions comme nous, le double diplôme, il a un autre avantage. Le double diplôme, il permet de faire rentrer des questions qu'on n'aurait sans doute pas traitées il y a 10 ans.
C'est-à-dire quand on fait un partenariat avec l'UPMC, autre double diplôme qu'on a, donc l'université Pierre et Marie Curie, avec notamment de la biologie, à un moment on fait rentrer la question de la biologie de synthèse dans le design. A priori, c'est pas un sujet vers lequel on aurait été naturellement en se disant tiens, on va aller mélanger des gènes à l'échelle cellulaire pour faire des choses. Oui, mais comme on fait un partenariat avec l'UPMC, qu'à un moment on a un double diplôme, les biologistes nous amènent cette question. Et là, au concours iGEM qui a eu lieu il y a 15 jours, l'ENSI et l'UPMC raflent les 4 prix au MIT. Avec à la fois le meilleur concept, le meilleur business, etc. Donc il y a un moment, c'est aussi une façon pour nous de continuer à aller découvrir de nouveaux champs. C'est-à-dire qu'on n'est pas omniscient, et le fait de faire des doubles diplômes, c'est aussi un moyen d'ouvrir vers de nouvelles pratiques et de nouvelles façons de faire du design. Allez, on va prendre juste une question à la salle. Je crois que Jean-Louis Fréchin, il avait des trucs à dire sur le sujet. Si on peut lui passer un micro... Il arrive, ne vous inquiétez pas. Je suis un peu inquiet, c'est pas tant une question. Je suis pas certain qu'on ne crée pas tout ça pour alimenter la machine malade éducative française. C'est-à-dire qu'à la complexité historique française, on rajoute une complexité complexe auquel on ne comprend pas grand-chose. Si je comprends bien, chaque fois qu'il y a un nouveau sujet, on va créer un master. Je ne le sens pas du tout. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième, c'est, je pense que les écoles du ministère de la Culture, hors peut-être les 3 nationales, doivent se positionner clairement entre le design ou l'art contemporain. Parce que ça ne nous aide pas d'être dans le flou et de faire croire à des collectivités territoriales qu'en finançant des écoles de design sur place, elles vont contribuer à de l'emploi, ce qu'est le message, alors que ce sont des refuges de contestation dont on ne sait pas trop quoi, mais plutôt des conservatoires que des lieux de progrès. Alors c'est un peu dur, mais c'est la réalité, j'en suis désolé. Par contre, ce qui me semble très intéressant, et c'est très simple, Armand Hatchuel dit il y a 3 métiers de la conception en France. Il y a architecte, ingénieur, et il est gentil de convoquer les designers. Les ingénieurs français, qui sont parmi les meilleurs du monde, passent leur temps à être formés pour devenir des producteurs d'algorithmes pour les compagnies d'assurance. Je caricature à peine. Avant, c'était à Londres. Ils reviennent massivement en France, tant mieux. Faire de l'IA, faire de l'algorithmie, etc. Tous les gens qu'on a vus à l'ENSI, Simon peut en témoigner, vous l'avez dit, Christian et Simon, ne viennent pas pour devenir designers, ils viennent pour réapprendre à devenir ingénieurs. C'est-à-dire à être des hommes de progrès qui, par la technique, savent faire des choses. Et c'est ça le seul jeu. Jouer à la marchande en faisant une boîte, pourquoi pas, tant mieux. Devenir manager, tout le monde veut être chef, tout le monde veut gérer, c'est pas ça l'enjeu. C'est d'avoir des mecs qui ont du talent, qui savent faire des choses. On manque de ça en France. Pensez à Esno Peltry qui a inventé le moteur étoile, le manche à balai, pensez à Gustave Eiffel, j'en ai parlé ce matin, pensez à des mecs comme Henri Seydoux, etc. On n'en a plus. On n'en a plus. Et les écoles d'ingénieurs, qui sont plutôt bonnes, sont en crise par rapport à ça. Le modèle des écoles d'ingénieurs-managers, c'est le modèle des années 80. Donc, excusez-moi, c'est totalement has-been. Aujourd'hui, ils sont tous malades, ils ne savent pas où ils vont. Et il y a une voie qui me semble importante, c'est l'ingénieur concepteur, producteur de ses propres innovations, avec une capacité à exécuter. Ça, on en a besoin. Alors, quand on marie ces gens-là, et j'en termine, à des designers, il se passe des choses exceptionnelles. Certainement, Télécom Brest, vous le confirmez. On l'a vu avec l'école centrale à l'ENSI. Christian a certainement des exemples qui le confirment. Mais il faut faire simple au départ. Parce qu'on sait faire de la complexité, mais on ne sait pas forcément faire de la simplicité efficace qui crée des résultats. On a besoin de résultats, je crois, assez urgemment. Juste une réponse. Tout le monde est d'accord ? Oui, enfin, je sais. Jean-Louis connaît son sujet. Je partage une partie de ses propos. La seule chose, c'est qu'on gère des écoles et qu'il faut bien les gérer. Sur les masters autour des thématiques, il y a quelque chose qui est important quand même. C'est qu'on est en train de vivre un décloisonnement des silos historiques du design. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, produit, archi-intérieur, graphisme, interactivité, tout ça est extrêmement mêlé et
interconnecté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire que former un architecte d'intérieur qui n'aurait aucune connaissance ni en produit ni en interactivité? Et donc tout ça est en train d'exploser. Et pour finalement retrouver un peu de cohérence à tout ça, il faut les ordonner autour de projets qui sont les projets autour des grandes problématiques que se pose la société ou les industries demain. Et donc les grandes problématiques que se pose la société donc, autour des cultures digitales, autour des pratiques alimentaires, autour des villes collaboratives, autour de care, santé, sécurité, vieillissement de la population. Et je citais le transhumanisme. Et finalement, c'est une méthode qui consiste à refédérer l'ensemble, à rebattre les cartes et refédérer l'ensemble de la communauté design autour de ces grandes thématiques et d'y inclure effectivement autour de ces projets, de ces démarches de projet, les ingénieurs, les marketeurs, les philosophes, les sociologues. Je crois que le mouvement, il est dans ce sens-là et il me paraît vertueux. Ceci dit, le danger, et tu as raison, c'est de former peut-être trop de spécialistes de domaines là où on aurait besoin de gens d'ouverture. Inversement, c'est de former, et c'est bien pour ça que moi je doute des doubles diplômes, mais je comprends le propos d'un côté, je doute parce qu'il n'est pas question de former des pics de la Mérandole. Moi je forme des designers dont j'espère qu'ils vont savoir travailler avec des ingénieurs. Je ne veux pas des doubles cultures qui seraient des demi-cultures pour n'en faire qu'une. Moi, je veux une culture de design, mais qui sache travailler avec des designers. C'est pour ça que je me parle. Mais ça, c'est une évolution extrêmement importante. Il y a des secteurs d'activité actuellement qui sont en crise. Le secteur de l'archi intérieur est en crise par non-capacité à un moment donné d'être percuté par la culture digitale. C'est un vrai problème. Je vous propose de continuer le débat à la pause déjeuner parce que Jean-Louis veut répondre, Simon veut répondre, mais vous allez vous retrouver devant le buffet. Ce sera parfait parce qu'on est encore en train d'exploser le timing. Je suis vraiment désolé. Je veux juste, on peut les applaudir et les remercier. Merci beaucoup.